Louis-Marie Grignon de Montfort. Le dernier-né de la famille Grignon, né en Bretagne le 31 janvier 1673, à Montfort-la-Canne, aujourd'hui Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine, qui n'existait pas à cette époque. Il est le deuxième d'une fratrie de 18 enfants. Ses parents avaient perdu leur premier fils, décédé à l'âge de 5 mois, ce qui fait de lui l'aîné des 16 autres enfants, comprenant 6 frères et 10 sœurs. Cependant, 6 d'entre eux décéderont en bas âge, et 2 autres ne parviendront pas à atteindre l'âge adulte. Il est baptisé le 1er février 1673 sous le prénom de Louis, en hommage à Saint Louis, roi de France. Plus tard, lors de sa confirmation, il désire ajouter le nom de Marie à son prénom, témoignant ainsi de sa profonde dévotion envers la Vierge Marie. Ensuite, il complète Louis-Marie par le nom du lieu de son baptême, soulignant ainsi l'importance de cet événement dans sa vie chrétienne. Au cours du règne de Louis XIV, Louis-Marie Grignon voit le jour en 1673 à Montfort-sur-Meux, proche de Rennes, au sein d'une famille nombreuse et modeste. Il reçoit sa formation chez les Jésuites à Rennes, puis au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, où il est ordonné prêtre en 1700. Dès 1701, il se dévoue au service des 400 indigents de l'hôpital général de Poitiers, puis en tant qu'aumônier à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, qui accueille 5000 pauvres. Il est exclu de cette institution en raison de ses comportements jugés inappropriés par rapport aux normes du sacerdoce de l'époque. Cependant, en 1706, le pape Clément XI le désigne comme missionnaire apostolique pour l'ouest de la France. Le frère Mathurin était le premier disciple du père de Montfort. Durant une décennie, le père de Montfort a prêché près de 200 missions, allant de la Bretagne à l'Aunis, aux côtés d'autres prêtres. En tant que prédicateur ardent et dynamique, il parvient à rassembler de grandes foules. Toutefois, l'opposition de la hiérarchie l'empêche parfois de continuer son ministère, notamment dans le diocèse de Nantes. Néanmoins, il persévère sans relâche, prêchant la croix et le rosaire. Il prêche de nombreuses missions dans les diocèses de Luçon et La Rochelle, ce dernier englobant à l'époque la région de Fontenay-le-Comte et au-delà. En 1715, il se rend à Mervan, Fontenay-le-Comte, Vouvant, Saint-Pompin et Villiers-en-Plaine. Pour prier dans la solitude, il se retire à 3 reprises dans la grotte ermitage dite la Roche-aux-Fans, au cœur de la forêt de Mervan-Vouvant. Il meurt le 28 avril 1716 au cours de la mission de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée à l'âge de 43 ans. Il est inhumé dans la basilique construite en son honneur. On le considère comme le dernier grand représentant de l'école française de spiritualité à la suite du cardinal de Bérulle. Les maisons mères des congrégations qu'il a fondées sont près de son tombeau. Les missionnaires montfortins, la Compagnie de Marie, les Filles de la Sagesse, confondées avec Bienheureuse Marie-Louise Trichet, et les Frères de Saint-Gabriel, fondés sous son inspiration en 1835.
Olivier Maire est né le 19 novembre 1960 à Besançon. Il était un prêtre catholique français affilié à la famille Montfortaine. Cette dernière comprend plusieurs congrégations catholiques, la congrégation religieuse des missionnaires montfortins, aussi connue sous le nom de Compagnie de Marie, qui est une congrégation de prêtres missionnaires montfortins. Les frères de Saint-Gabriel, les filles de la sagesse et les sœurs oblates de la sagesse. Ces congrégations ont été établies au début du XVIIIe siècle par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ou bien ont été influencées par sa spiritualité. Le 9 août 2021, le père Olivier Maire est tragiquement assassiné par un homme de 40 ans d'origine rwandaise qui est également le responsable de l'incendie de la cathédrale de Nantes survenu en juillet 2020. Cet individu, dont la demande d'asile a été refusée, avait été accueilli par le père Olivier Maire. Un hommage lui est dédié dans la grotte du père de Montfort. Après sa mort, très vite, la grotte attire des fidèles de la région venant demander l'intercession du saint missionnaire. Aujourd'hui encore, elle est fréquentée par un grand nombre de pèlerins et de randonneurs. Un pèlerinage local se perpétue chaque année le deuxième dimanche de septembre sur le plateau de Pierrebrune. Et en juillet-août, la chapelle est ouverte chaque dimanche après-midi.
Érigé en 1979, le barrage de Pierrebrune marque la frontière entre les communes de Mervan et de Vouvant. Il est traversé par la rivière nommée la Mer et a pour rôle la régulation des crues et des inondations. De plus, il constitue un réservoir d'eau essentiel pour la région. Les 3 barrages de Pierrebrune, Saint-Luc et Albert permettent à l'eau de Mervan de fournir l'ensemble du sud-est de la Vendée. Cette eau peut également desservir les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, et elle est parfois transportée jusqu'au nord-ouest du département pour répondre à l'accroissement de la demande en eau sur la côte pendant la saison estivale.
La forêt domaniale de Mervan-Vouvant, druidique, féodale et familière, située au cœur du plus grand massif forestier de Vendée, la forêt domaniale de Mervan-Vouvant occupe une surface de 2530 hectares à l'extrême sud du plateau armoricain, aux confins du bocage et de la plaine calcaire de Fontenay-le-Comte. Son origine, propriété des Templiers au XIIe siècle, d'origine très ancienne, après avoir appartenu à plusieurs familles seigneuriales, la forêt entre au domaine royal en 1694. De 1778 à 1789, elle est soustraite pour faire partie de l'apanage du comte d'Artois. Elle est incorporée au domaine national à la Révolution française. La diversité du milieu. Profondément entaillée de vallées encaissées sinueuses, aujourd'hui occupée par le lit des barrages de Mervan et de Pierrebrune, la forêt offre des paysages originaux et pittoresques. Le chêne Rouvre, ou chêne Cécile, Quercus petrae, y trouve des conditions idéales de développement. Il peut atteindre 35 mètres de hauteur à 200 ans. Son bois est très recherché, notamment pour le mérin, pièce constituant les douelles de tonneaux. Des cerfs, des chevreuils, des sangliers, ainsi que des pics, des autours des palombes et diverses espèces de chauves-souris trouvent refuge sous les halliers et les frondaisons. Les zones humides, les coteaux arides, les landes et les sous-bois ombragés abritent une flore riche et variée.